Alors cette semaine, nous abordons l'un des domaines phares de la nanotechnologie, peut-être même un peu le domaine qui est précurseur, puisque avec la microélectronique, on était déjà entré dans un domaine extrêmement de taille extrêmement petite et de réduction progressive des échelles. Alors, cette discipline, d'ailleurs, de ce fait, a révolutionné notre vie quotidienne. Je ne vais pas citer les ordinateurs, les télévisions, l'hi-fi, jusqu'à la téléphonie mobile, évidemment, la photo numérique qui se développe énormément. Alors, est-ce que le silicium va continuer à être le support principal de cette révolution électronique, ou bien est-ce que, en changeant d'échelle, on va également changer de support, changer de matériaux, voire utiliser, et c'est un autre exposé de ce matin, utiliser la biologie comme véritable instrument de cette nouvelle miniaturisation. On va découvrir tout ça également avec Françoise Roure, voir comment ces nanotechnologies peuvent avoir des répercussions sur la société, en particulier sur des besoins de développement durable qui deviennent très importants aujourd'hui. Alors, donc trois intervenants, Michel Brilouette, Gérald Dujardin et Françoise Roure. Alors Michel Brilouette à ma droite est polytechnicien, ingénieur technologue et adjoint du directeur du CEA Leti à Grenoble. Gérald Dujardin à l'extrémité de la table, donc est normalien et directeur de recherche au laboratoire de photophysique moléculaire du CNRS, où il est spécialiste des machines moléculaires. Enfin, Françoise Roure, au centre, est docteur en sciences économiques. Elle est co-auteure, comme l'a rappelé Philippe Hernandez, d'un rapport avec Jean-Pierre Dupuis sur les nanotechnologies. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de la section économique et juridique du Conseil général des technologies d'information. Alors, premier intervenant, donc, Michel Brilouette, qui va nous parler de ces fameuses technologies de la microélectronique qui évoluent vers les nanotechnologies. Évolution donc au cours de ces dernières années qui a été stupéfiante. Et il va nous brosser, j'imagine, des perspectives qui s'ouvrent pour les prochaines années. Michel Brilouette. Bien, merci. Donc, je vais vous parler de la microélectronique, qui va dire la première étape par rapport à ce qui est mentionné dans le titre de cette conférence aujourd'hui, de la microélectronique à l'électronique moléculaire. Pour vous donner un peu un statut de ce qu'est cette technologie, cette science et cette industrie, et effectivement, quelles sont les tendances, les problèmes qu'on a affrontés, et quand on rentre dans dimensions plus nanométriques. D'abord, la microélectronique, c'est un succès historique qu'on peut chiffrer de différentes manières. Là, c'est chiffré en termes de chiffre d'affaires mondial, non pas en dollars, mais en milliers de dollars. Il y a une erreur dans le graphe. Pourquoi c'est un succès? Parce que depuis le début, il y a eu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a trouvé des nouvelles technologies, que ces nouvelles technologies ont amené des nouveaux marchés. Si on prend des exemples, il y a eu le téléphone mobile, il y a les baladeurs MP3 maintenant, etc. Enfin, il y a des tas d'exemples qui n'ont été rendus possibles que par ces nouvelles technologies microélectroniques, qui elles-mêmes ont débouché sur une industrie qui a dégagé des revenus, des marges, qui ont permis de redévelopper de nouvelles technologies. Et par ce cercle vertueux, on est dans cette croissance exponentielle du chiffre d'affaires, mais aussi des performances. Alors, je vais présenter très très rapidement ce que c'est que de faire un circuit intégré, qui est l'objet final en microélectronique. On cherche à faire une fonction, en général traitement du signal ou traitement de l'information d'une manière large. Donc ça va être défini d'une manière très abstraite au début. C'est quelle fonction veut-on définir? De cela, on va le traduire en quels sont les éléments, les transistors, les blocs logiques qu'il va falloir mettre ensemble pour faire cette fonction. Et après, on va essayer de l'implanter physiquement. Donc, on va implanter les transistors, les uns à la suite des autres, et puis on va après interconnecter tout ça. Alors, la réalité des choses, et c'est ce qui fait aussi que cette technologie a été très performante par rapport à assembler des composants un à un, c'est que la fabrication se fait d'un coup. Les couches sont produites
d'un coup sur la plaque de silicium. Ce que nous allons faire, c'est par exemple délimiter où vont se trouver les transistors, encore une fois en projetant une image de l'ensemble de ces transistors sur la plaque. On va déposer des couches, la couche de l'électrode de commande qui va être définie, puis les contacts et enfin les couches d'interconnexion qui vont être gravées sur la plaquette de silicium. Et cet aspect de fabrication parallèle, c'est ce qui a permis une réduction des coûts par fonction assez impressionnante ces dernières décennies. Donc pour revenir sur ces points-là, quels ont été les différents moteurs en termes techniques de la microélectronique, indépendamment de l'augmentation de fonctions? C'est qu'on a été capable de mettre plus de fonctions sur un même circuit. Donc ça a été essentiellement tiré par le fait qu'on est capable d'imprimer des motifs de plus en plus petits sur la plaque de silicium. On est maintenant dans une ère nanométrique, comme on l'a dit, que chaque composant élémentaire, en diminuant de taille, devient de plus en plus performant, qu'on est capable d'interconnecter ces millions et maintenant ces milliards de transistors ensemble pour en faire une fonction comme les microprocesseurs, et puis aussi que ces milliards de transistors marchent tous ensemble, à peu près de la même manière, de manière à faire des fonctions au bout du compte qui marchent. Et ça, c'est la maîtrise de la complexité et du coût en production, qui est un autre élément très important dans le succès de la microélectronique. Donc je vais m'attarder sur les trois premiers aspects qui sont plus technologiques. J'aborderai moins l'aspect production, mais qui est certainement aussi important. Pour commencer par imprimer des motifs sur une plaque de silicium pour obtenir des fonctions de plus en plus intégrées. Bien évidemment, il faut être capable de faire des motifs très petits, ce qu'on appelle la résolution. Si vous n'avez pas, c'est comme un appareil photo, si vous n'avez pas une bonne image, vous allez avoir des motifs qui sont des patatoïdes au lieu d'être des beaux motifs bien définis, et vous allez créer, dans ce cas-là, par exemple, des courts-circuits là où vous n'en voulez pas. De la même manière, toujours comme un appareil photographique, vous avez besoin de profondeur de champ, parce que tous les motifs que vous allez imprimer ne sont pas forcément à la même hauteur sur la plaquette de silicium. Et donc, si vous n'avez pas cette profondeur de champ, vous allez aussi créer, là, soit des courts-circuits, soit des motifs manquants, par manque de profondeur de champ, manque de capacité à imprimer l'image à tous les niveaux. Et le dernier point, c'est vu que vous voulez mettre ces motifs de plus en plus près les uns des autres, et que vous les empilez les uns au-dessus des autres, vous allez avoir les mêmes problèmes que dans une impression multicolore d'une page, c'est qu'il faut que les motifs se recouvrent les uns les autres avec précision. S'ils ne se recouvrent pas avec précision, là encore, vous allez avoir des motifs qui ne sont pas là où ils sont, et vous allez avoir des fonctions qui sont altérées. Donc c'est cet ensemble de trois fonctions qui permettent la densité d'intégration. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est que souvent, quand on parle au niveau des technologies élémentaires, de la science élémentaire, quand on pense densité d'intégration, capacité à mettre des milliards de transistors ensemble, on pense résolution. Mais ce n'est pas que ça, et c'est l'ensemble qui doit être résolu. Alors, je vais faire rentrer un peu plus dans des détails. C'est une ou deux formules mathématiques, mais vous effrayez pas. Pour obtenir la résolution, l'une des grandes tendances, c'est que la projection de ces motifs, de ce masque sur la plaque de silicium est définie et proportionnelle, en gros, à la longueur d'onde qui va insoler la plaque, et inversement proportionnelle à ce qu'on appelle une ouverture numérique, c'est-à-dire la capacité de la lentille de projection à capturer les motifs sur un angle très large. Ça a entraîné la tendance d'obtenir des longueurs d'exposition de plus en plus courtes. Donc aujourd'hui, on est dans l'ultraviolet. On parle d'ultraviolet lointain, c'est-à-dire de rayons X pour imprimer. C'est une tendance. Il faut être conscient que quand on fait ça, c'est toute la technologie, toute la chaîne de fabrication qui change. Et donc, c'est des changements de longueur d'onde, ce n'est pas des changements qui se font sans douleur. L'autre activité potentielle, c'est augmenter l'ouverture numérique des optiques. Mais en faisant ça, on détruit la profondeur de champ, donc il ne faut pas aller trop fort dans le domaine. Et le troisième point, c'est de jouer sur le facteur de proportionnalité. Et de fait, ça se traduit par jouer non seulement sur l'intensité de la lumière qui va être projetée sur la plaque, mais aussi sur la phase de l'onde électromagnétique, sur les mécanismes d'illumination, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Sachez simplement que la lithographie, c'est comparable à un appareil photo ou à un agrandisseur, un réducteur en l'occurrence. Simplement, vu les motifs qu'on cherche à atteindre, puisque maintenant on parle de 50 nanomètres, 30, on est dans le développement des technologies 45 nanomètres maintenant, cet agrandisseur, il coûte un peu cher et toutes les techniques associées coûtent un peu cher. Donc il faut savoir que c'est central en termes de coût dans les circuits intégrés. L'autre point, pour implanter ces fonctions qui sont souvent des fonctions numériques, des fonctions logiques, qu'est-ce qu'on utilise? Ce qu'on appelle un transistor, de fait c'est un interrupteur. Donc avec un courant qui va passer entre ce qu'on appelle la source et ce qu'on appelle le drain, est commandé par une électrode de commande qu'on appelle une grille. Et puis pour éviter que ça consomme, cette grille de fait va être isolée du canal de conduction par un isolant qui donc réduit la consommation du circuit. Alors, on peut utiliser une analogie avec des robinets, des tuyaux pour expliquer le transistor. C'est en général quelque chose où on peut aller assez loin dans l'explication. En gros, vous avez deux réservoirs que sont le réservoir sourd et puis le réservoir du drain. Un tuyau au milieu qui est le canal de conduction et puis le robinet sur lequel on va plus ou moins appuyer pour faire couler l'eau. En l'occurrence, c'est un courant électrique. Et puis vous pouvez imaginer que si le tuyau il est plus court mais qu'on maintient la même différence de hauteur entre les réservoirs, eh bien l'eau va couler de plus en plus vite. C'est le mécanisme de base de l'amélioration des performances du transistor. C'est-à-dire que quand il diminue les dimensions de ce transistor, il a le gros avantage d'augmenter sa vitesse en proportion de la réduction des dimensions, et en plus que la puissance est réduite aussi, en plus avec un facteur égal au carré de la réduction des dimensions. Donc ça, c'est vraiment tout l'effet vertueux de la microélectronique et du transistor, c'est que plus c'est petit, mieux c'est. Alors quand on rentre maintenant dans les détails et quand on rentre maintenant dans l'ère nanométrique de la microélectronique, ça devient un peu moins simple. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on appelle le scaling, pour prendre le mot anglais, c'est la réduction des dimensions classiquement par la lithographie. On augmente le courant qui passe dans le transistor, donc la vitesse du circuit. Simplement à petite dimension, quand on met tout ça ensemble, il commence à y avoir des effets parasites dans tous les sens. Pour en revenir au tuyau, c'est quand on appuie non seulement sur le robinet pour faire couler le courant, mais quand on bouge aussi les réservoirs, le tuyau il se déforme et puis ça coule pas exactement comme on voudrait. On est amené à développer donc des structures physiques de ces transistors de plus en plus compliquées. L'idée étant que ça soit effectivement la grille de commande qui commande, comme son nom l'indique, et pas tous les effets parasites. Simplement, ces architectures, ça fait des technologies de plus en plus compliquées, j'entrerai pas dans les détails, et qui entraînent de fait dans cette industrie qui a traité la complexité en production, que ces nouvelles technologies sont un peu retardées. De la même manière, je vous ai expliqué que l'électrode de commande est isolée du canal de conduction par un isolant électrique. Cet isolant, il devient de plus en plus mince et aujourd'hui, on parle d'isolant inférieur au nanomètre en épaisseur. Pour reprendre toujours l'exemple du tuyau, ça veut dire qu'on a un tuyau dans lequel la paroi sur laquelle agit le robinet devient de plus en plus mince et commence à devenir poreuse. Donc le courant, au lieu de passer uniquement dans le canal de conduction, il a tendance à fuir à l'extérieur, sur l'électrode de commande. Et là, on développe des nouveaux matériaux. Dans le passé, la microélectronique se contentait du silicium, de l'oxyde de silicium et de l'aluminium, et on se portait très bien avec ça. Maintenant, on est obligé d'introduire des matériaux de plus en plus compliqués pour compenser ça. Donc des matériaux qui ont la même efficacité électrique pour commander le canal de conduction, tout en étant plus épais. Ce qu'on appelle les matériaux à forte permittivité, ou AIK. Bon, ces matériaux aussi ont du mal quand même à remplacer ce système quasiment parfait au niveau physique qu'est le couple silicium-oxyde de silicium, qui est un système physique quasiment parfait au niveau atomique. Ces matériaux-là en sont pas là, donc ils ont des tas de problèmes. Là aussi, on a tendance à retarder un peu. Et puis, donc le troisième point, vu que ces améliorations par la forme du transistor ou par les matériaux retardent,
Pour aller toujours plus vite avec le transistor, on joue sur le canal de conduction lui-même. Et notamment quelque chose qui fait que quand on applique des contraintes sur ce matériau silicium, les porteurs électriques ont tendance à aller plus vite. Ou quand on change l'orientation cristalline aussi de ce silicium, le courant électrique a tendance à être plus élevé. Donc c'est cette grande tendance qui est aujourd'hui en cours en microélectronique. En résumé, pour vous garder une image plus simple de cet ensemble de technologies, c'est le silicium et la microélectronique, dans le passé, étaient un système et des matériaux relativement simples. On est dans une multitude de matériaux, on est dans un phénomène physique de plus en plus compliqué, et donc la compréhension scientifique au niveau des nanotechnologies devient absolument fondamentale. Dernier point que je vous ai dit, c'est pas le tout d'avoir des milliers, des millions, des milliards de transistors, il faut bien mettre toutes les connexions entre elles, sinon vous n'aurez pas un circuit qui marche. Et ça, encore une deuxième formule, et je m'arrêterai là en termes de formule, en gros la vitesse est proportionnelle à la résistance des interconnexions fois la valeur du condensateur qui se forme entre les interconnexions. Et puis ça, quand on regarde de fait ce qui se passe, c'est qu'on était avec de l'oxyde de silicium comme isolant. L'isolant ultime, c'est l'air, qui est une constante diélectrique de 1, ce qui veut dire qu'on va gagner un facteur 4 au maximum en termes de vitesse. Pour la résistance, on était à l'aluminium, on peut passer au cuivre, voire à l'argent, on va gagner un facteur 2. Ce qui veut dire que si on optimise en termes de performance, pour les interconnexions, on va gagner un ordre de grandeur. Par rapport aux transistors qui gagnent des ordres de grandeur en termes de vitesse. Donc là, on a un très gros problème. Et un autre point que je voudrais souligner, j'ai centré mon exposé essentiellement technologie, fabrication. La conception du circuit va jouer un rôle fondamental dans la performance des circuits, couplé au développement technologique. Dernier point que j'avais mentionné, complexité en production. Pour vous donner des ordres de grandeur, concevoir un circuit comme les derniers microprocesseurs d'Intel, c'est des milliers de personnes an, pour prendre l'unité, c'est-à-dire de personnes qui travaillent pendant un an ou des années. C'est des centaines d'opérations pour fabriquer un circuit. En termes d'opérateurs logiques, donc d'interrupteurs, c'est des milliards de transistors maintenant, avec chaque transistor dont les dimensions caractéristiques, comme je vous l'ai dit, sont de l'ordre de 50 nanomètres, et les épaisseurs des couches sont de l'ordre du nanomètre, donc quasiment on voit les atomes maintenant. Et puis en termes d'interconnexion, là aussi on parle de milliards de contacts, on parle de kilomètres de fils par circuit, même si le circuit lui-même fait 1 cm² ou 2 cm², il y a des kilomètres de fils là-dedans, parce qu'on empile les niveaux métalliques. Et toute la science de la production, et je parle de science parce qu'il y a effectivement de la science à faire là aussi, c'est dans la maîtrise des interactions complexes pour faire des circuits qui marchent au bout du compte. Pour conclure, dans cette dynamique de la microélectronique, on voit qu'on est toujours dans un cercle vertueux, mais ce cercle vertueux a tendance à, sinon se gripper, en tous les cas, devenir de plus en plus difficile. Vous voyez que les enjeux technologiques, les difficultés scientifiques sont de plus en plus grandes. Donc c'est de plus en plus difficile à avoir cette croissance exponentielle. Et quand on regarde effectivement les chiffres d'affaires comme un indicateur, on voit que depuis les années 95, on n'est plus exactement sur la même courbe, on avance un peu moins vite. Et ça pourquoi ? Parce que si on reprend les différents éléments de ce cercle vertueux, d'une part, on est dans des marchés qui sont plus aussi prévisibles que dans le passé. Dans le passé, il y avait le calculateur, le PC. Après, il y a eu les téléphones portables. Puis maintenant, on est dans ce qu'on appelle le marché grand public. Et vous êtes comme moi, le grand public, et vous savez très bien qu'il y a des modes et que c'est assez difficile de prévoir les modes. Et donc, les développements qui vont déboucher, en termes de marché, ne sont plus aussi évidents que dans le passé. J'ai mentionné le fait que les difficultés technologiques s'accroissent et que par ces fluctuations de marché, cette croissance plus faible, on a moins de possibilités de développer de la R&D puissante par rapport aux difficultés, par rapport aux enjeux technologiques. Bon, ceci dit, il y a un avenir, plein d'opportunités, je dirais, pour cette microélectronique, non seulement dans la réduction des dimensions, mais c'est pas le tout de faire un circuit, il faut qu'il interface avec l'extérieur. Donc vous allez avoir tout un tas de composants que vous allez rajouter sur votre circuit,
ne serait-ce que pour interfacer soit électriquement, soit optiquement, soit éventuellement connecté à votre corps. C'est ce qu'on appelle l'interface bio ou wetware. Et que tout ça va s'intégrer sur le même circuit. C'est vraiment cette révolution, c'est que de même, il y a un exemple qui est assez classique, de l'aéronautique. L'aéronautique, on peut, si on fait le parallèle avec l'industrie microélectronique, caractériser l'efficacité d'un avion par sa vitesse maximale. On s'aperçoit qu'entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, il y a eu aussi une croissance exponentielle. On s'est arrêté à peu près au niveau de la vitesse du son, à l'exception de Concorde. Ça ne veut pas dire pour autant que cette industrie ne progresse pas, mais elle ne progresse pas sur le critère uniquement de la vitesse. La microélectronique ne va pas progresser uniquement sur les critères des dimensions dans le futur. Elle va progresser aussi sur les critères de la diversification des fonctions dans les circuits. Puis le dernier point que je voudrais mentionner, et qui sera peut-être une introduction à l'exposé de M. Dujardin, c'est qu'il y a un certain nombre de concepts qui se développent maintenant en nanosciences, dont certains auront peut-être une application sur le traitement de l'information, sur ces circuits qui vont créer des fonctions. Et c'est vraiment là, cette interface entre ces circuits diversifiés, je dirais, avec des technologies classiques et les nanosciences, qui aura cette révolution des nanotechnologies. Je vous remercie. Merci Michel Brilouette. Je propose qu'on pose une question ou deux entre les intervenants, entre les interventions, bien qu'on reviendra sur l'ensemble des sujets traités à la fin. Mais voilà, c'est plus facile souvent quand à chaud un peu après l'intervention. Vous avez bien expliqué que c'est une question de prix qui joue essentiellement. Est-ce qu'il y a une certaine automatisation de la fabrication pour diminuer les prix ? Oui, bien sûr. Quand je parlais production notamment, la maîtrise de la complexité s'est faite en partie, en grande partie, je dirais, par à la fois l'automatisation des actes, des étapes de production, et aussi par tout un développement de techniques statistiques et donc de l'aspect informatique associé pour établir les corrélations entre les différentes observations qu'on peut faire pendant la production et les résultats de rendement pour augmenter ce rendement. Donc oui, en termes d'automatisation pour réduire les coûts, et oui pour, on va dire, cet aspect plus informatique pour augmenter le rendement. Une autre question. Où se place le SOI dans votre schéma d'architecture ? Alors, le SOI, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce que veut dire SOI, c'est Silicon on Insulator. C'est une approche dans laquelle, pour contrôler le canal de conduction, on limite le volume de matériaux conducteurs entre l'isolant de grille et le substrat. Donc on met une couche isolante sous le canal de conduction pour confiner cette conduction et donc avoir un meilleur contrôle de l'électrode de commande sur le canal de conduction. Aujourd'hui, le SOI, on considère qu'il devrait être généralisé dans les technologies sans doute plutôt 32 nanomètres que 45 nanomètres, c'est-à-dire quand on parle de ça, c'est des technologies qui vont émerger en 2010. Ceci dit, aujourd'hui, pour les technologies qui exigent les performances les plus fortes en termes de vitesse des composants, donc essentiellement les microprocesseurs, un certain nombre de fabricants ont déjà commuté à la technologie SOI, notamment si on prend AMD, IBM, pas Intel pour le moment. Donc c'est effectivement une des options d'amélioration du transistor. Quand je parlais d'architecture nouvelle ou évoluée, le SOI en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Je voudrais poser une question. Vous avez cité le nombre d'heures, de mois, d'années pour mettre au point une plaque. J'aimerais savoir,
En rendement, combien de plaques sont mises et est-ce qu'on a un rapport? Comment peut-on relier ces deux paramètres? C'est une bonne question, on pourra en discuter très longtemps. Je vais essayer déjà de répondre à la première question en termes de rendement. Le rendement dépend beaucoup des circuits. En gros, plus les circuits sont gros, plus le rendement va être faible. Parce qu'il y a plus de transistors à fonctionner ensemble et donc il y a plus de chances qu'il y en ait un qui ne marche pas. Donner des chiffres absolus, je ne les ai pas forcément. Deux, c'est des données en général relativement confidentielles des industriels. Peut-être un exemple que je vais citer qu'on m'a donné en termes de fin d'étape de développement et début de production pour les mémoires dynamiques, qui sont un certain type de circuit. Aujourd'hui, les chercheurs qui développent les technologies doivent avoir un rendement de 70% avant que la production démarre. Donc ça donne un ordre de grandeur. L'autre point que vous soulignez dans la question, c'est qu'est-ce qui contribue au rendement? Alors c'est vrai qu'il y a la qualité de la technologie, l'automatisation dont on a parlé, la capacité à détecter où sont les défauts. Et il faut imaginer que s'il y a un transistor qui ne marche pas sur 1 milliard, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, donc ça demande des technologies assez évoluées. Mais c'est aussi la manière dont le circuit a été conçu. Et une des difficultés aujourd'hui de l'obtention de bons rendements et de circuits qui marchent, c'est que la technologie et la conception des circuits sont de plus en plus liées. C'est-à-dire la manière dont les différents blocs logiques vont être assemblés va avoir une contribution sur le rendement, et de plus en plus forte. Et ça, c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est comment gérer cette complexité, que le transistor, des phénomènes extrêmement pointus du transistor élémentaire va avoir un impact sur le fonctionnement d'un microprocesseur ou d'un circuit de téléphone. Les gens y travaillent, mais c'est loin d'être résolu. Une autre question, peut-être la dernière, parce qu'on reviendra ensuite sur ces sujets en fin de conférence. Qu'en est-il du dégagement de chaleur, de l'immunité au bruit? Alors, pour ce qui est du dégagement de chaleur, ou tout au moins de la consommation des circuits, parce que c'est un peu lié, si ça chauffe, c'est qu'on consomme de l'électricité. C'est un problème majeur dans les circuits rapides du style microprocesseur. C'est un problème aussi en termes de consommation, mais pas forcément en termes de dégagement de chaleur pour les circuits qui sont dans des objets qu'on appelle nomades maintenant, qu'on appelait portables avant, puisqu'on veut que ça consomme peu. Les circuits que vous avez dans votre montre, on veut que ça dure des mois. Donc il y a des techniques qui cherchent à résoudre ce problème de consommation, plus ou moins élaboré, surtout en termes de conception. En termes de technologie, plus on réduit les dimensions, que je les ai laissé entendre, plus ça fuite partout, donc plus ça consomme. Et donc c'est un point effectivement qui est un enjeu fort et qui peut être qui est la limitation principale aujourd'hui, je dirais, des progrès, indépendamment des difficultés purement matérielles, puisque quand il y a certaines simulations un peu, on va dire, extrêmes, notamment d'Intel, montrant que si on extrapole les tendances actuelles, le microprocesseur deviendra aussi chaud que le Soleil d'ici 20 ans ou 30 ans, ce qui effectivement ne peut pas marcher. Mais vous avez raison de le souligner, si on parle d'enjeux majeurs en termes de de caractéristiques globales d'un circuit, la puissance de consommation est le problème numéro 1 aujourd'hui. Merci Michel Brilouet. Donc on reviendra sur ces sujets à la fin, parce que on ouvrira la séance de questions-réponses. Pour l'instant, donc je passe la parole à Gérald Dujardin, qui est directeur de recherche au laboratoire de photophysique moléculaire du CNRS et qui va nous parler de nanomachines moléculaires. Merci, bonjour à tous. Donc le thème là, de notre réunion aujourd'hui, c'est donc de la microélectronique à l'électronique moléculaire. Moi, je vais vous parler de l'électronique moléculaire. Donc si la microélectronique, comme on l'a vu, c'est le présent, l'électronique moléculaire, c'est le futur, c'est l'avenir. C'est toujours plus difficile en fait de parler du futur.
Et l'électronique moléculaire, c'est essentiellement des enjeux de recherche actuellement. Donc moi, je vais vous parler de ce qui se passe dans les laboratoires. Je ne vous parlerai pas d'enjeux industriels, d'enjeux économiques, puisque l'électronique moléculaire n'en est pas encore à ce stade-là. Mais il se passe effectivement des choses passionnantes actuellement dans les laboratoires et qui préparent effectivement l'avenir. Alors l'idée, le concept d'électronique moléculaire, il est très très simple à énoncer. Il est déjà assez ancien d'ailleurs, il date de 1974. L'idée est toute simple. Il s'agit de remplacer chaque composant d'un circuit microélectronique donc, par une molécule. Alors pourquoi cette idée? Tout simplement, c'est que si on est capable de réaliser, donc de remplacer le silicium par des molécules, eh bien c'est les chimistes qui vont préparer les molécules dans leur laboratoire. Ils vont en préparer des milliards d'un seul coup, à très faible prix. Et on pourra ainsi donc construire des circuits très très sophistiqués de manière beaucoup plus simple qu'avec les technologies silicium. Alors ça c'est l'idée. L'idée est simple, mais la réalisation évidemment est très très compliquée. Donc là ce que je vous montre, c'est un certain nombre d'exemples de molécules qui ont été imaginées. La plupart ont été imaginées, elles n'ont pas encore marché, pour par exemple fabriquer des fils, des interrupteurs, des mémoires, des choses comme ça. Alors c'est Aviram en fait qui a eu cette idée en 1974. C'est un chimiste qui travaillait au laboratoire d'IBM à Yorkton aux États-Unis. C'est pas un hasard évidemment si c'est dans le laboratoire d'IBM que cette idée est née. Et en fait vous verrez que la plupart des recherches dont je vais vous parler ont été initiées en fait dans les laboratoires d'IBM, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Suisse. Et la plupart des acteurs actuels de l'électronique moléculaire ont été formés, en réalité, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier, ils ont été formés dans ces laboratoires d'IBM. Moi-même, j'ai été formé en 1991 dans ce laboratoire d'IBM à Yorktown. Alors, pourquoi cette idée est apparue en 1974? C'est pas non plus un hasard, parce que c'est l'époque donc où la chimie a effectué des progrès extrêmement importants, et c'est ce qu'on appelle le domaine de la chimie supramoléculaire. Donc là, j'ai mentionné le prix Nobel de chimie que Jean-Marie Lehn a obtenu en 1987, et qui a ouvert, du point de vue des molécules, des perspectives assez extraordinaires. Donc la chimie supramoléculaire permet de fabriquer ce qu'on appelle des machines moléculaires, c'est-à-dire des molécules qui ont des fonctions qui ressemblent à celles de machines. Ça peut être des moteurs, ça peut être donc comme je l'ai montré tout à l'heure, ça peut être aussi des propriétés électroniques. Et donc ça a été une révolution du point de vue de la chimie dans les années 70-80. Et donc c'est pas un hasard si l'idée de l'électronique moléculaire est née à ce moment-là. Le problème, c'est que ces molécules issues de la chimie supramoléculaire, pendant toute cette période, on ne savait les faire fonctionner que en solution, là où les chimistes produisent ces molécules. Et qui dit solution dit plusieurs milliards de molécules à la fois. Et vous voyez bien qu'on est encore très loin donc de pouvoir ordonner ces molécules sur un circuit électronique et remplacer chaque composant par une molécule. On ne savait manipuler ces molécules que dans un verre, dans une solution, en très grand nombre. Et d'où, en fait, cette idée d'électronique moléculaire qui a suscité beaucoup d'espoir donc, dans les années 70, 80, eh bien, au milieu des années 80 et début des années 90, eh bien, tout cet engouement est tombé. Et l'électronique moléculaire, en fait, était plus ou moins discréditée dans ces années 75. Parce que la difficulté, c'est qu'on n'avait pas les moyens à cette époque d'extraire une molécule individuelle, de travailler avec une molécule individuelle et de l'ordonner sur un circuit électronique pour remplacer les composants électroniques. Alors la révolution est venue en 1990, lorsque d'autres chercheurs d'IBM, donc ça c'est des chercheurs d'IBM à Almaden, toujours aux États-Unis, ont démontré de manière tout à fait magistrale, donc avec cette image-là qui représente le sigle d'IBM, ils ont démontré pour la première fois qu'on était capable effectivement de travailler, alors là il s'agissait d'atomes, pas de molécules, mais qu'on était capable de manipuler à l'unité des atomes sur une surface et de les disposer absolument comme on voulait, donc jusqu'à écrire ce sigle d'IBM. Alors ce résultat a eu un impact extraordinaire, pas seulement d'ailleurs dans la communauté scientifique, y compris dans le grand public,
parce que ça a été effectivement le début de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les nanotechnologies, les nanosciences, puisque on a démontré qu'enfin on était capable, on savait que les atomes et les molécules existaient bien sûr, mais là on a démontré qu'on était capable de les manipuler un par un et de fabriquer, alors bon, là c'était simplement un logo publicitaire, donc c'est pas quelque chose qui pouvait être utile, qui servait à quelque chose, mais la démonstration était faite qu'on pouvait fabriquer quelque chose en manipulant les atomes ou les molécules un par un. Alors donc, il faut que je mentionne, donc l'outil qui était utilisé pour faire cette manipulation, c'est le microscope à effet tunnel qui avait été inventé quelques années plus tôt, donc en 1981, toujours dans les laboratoires de recherche d'IBM, cette fois-ci en Suisse, à Zurich, par Binig et Rohrer. Donc, comme je l'ai dit, ça a été le point de départ des nanosciences, des nanotechnologies, même si aujourd'hui, évidemment, les nanosciences, les nanotechnologies ne se limitent pas à ce domaine des manipulations. Il faut bien voir que cette démonstration de 1990 a complètement débloqué tous les esprits. Parce que jusqu'à cette époque, on se demandait jusqu'où on pouvait aller dans la miniaturisation. On se disait, bon, il va bien y avoir un moment quand même où on va plus pouvoir miniaturiser les objets. Et là, vraiment, ça a été la démonstration que non, il n'y avait absolument pas de limite jusqu'à l'atome individuel, jusqu'à la molécule individuelle. Il n'y avait aucune limite. On pouvait espérer fabriquer des objets jusqu'à cette dimension ultime. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça a complètement débloqué l'imagination des chercheurs dans tous les domaines, en chimie, en physique, en biologie. Tous les chercheurs, maintenant, ont compris qu'on pouvait effectivement fabriquer des objets de très petite dimension. Alors là, je montre deux autres exemples qui ont été réalisés par le groupe d'IBM. Donc le petit bonhomme CO, là, qui est constitué de molécules d'oxyde de carbone sur une surface de platine, et puis le sigle japonais, le kanji, qui signifie atome, avec des atomes de fer sur une surface de cuivre. Alors, vous constatez d'ailleurs que dans ces premiers exemples, les chercheurs ont fabriqué des objets qui ne servent rigoureusement à rien du tout. Hein, parce que aussi bien le sigle d'IBM que le petit bonhomme CO, ça ne peut servir à rien du tout. Il faut bien comprendre que pendant toute cette période, il s'agissait de démontrer qu'on était capable de travailler à l'échelle de la molécule ou de l'atome individuel. Et c'était pas évident à l'époque de le démontrer. Il fallait le démontrer, y compris convaincre le public qu'on pouvait faire des choses qui ne pouvaient pas être réalisées autrement. Ce petit bonhomme CO, il n'y a aucun autre moyen, même par des réactions chimiques, aucun autre. C'est impossible de le réaliser si on n'est pas capable de manipuler les molécules de CO une par une. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'approche bottom-up, donc c'est du bas vers le haut dans les nanosciences, où on fabrique des objets donc en assemblant les atomes ou les molécules un par un. L'autre approche, c'est celle dont on a parlé avant, donc qui est celle de la microélectronique, qui est l'approche top-down, donc du haut vers le bas, où on a des objets, bon, par exemple les transistors qu'on sait fabriquer actuellement et dont on essaye de diminuer la taille de plus en plus. D'ailleurs, vous voyez que bon, les dimensions sont pas les mêmes, mais bon, ça commence à se rejoindre dans les deux approches, c'est-à-dire les plus petites dimensions de l'approche top-down, c'est dans les 50 nanomètres, et puis pour le bottom-up, bon, bah, c'est dans les 5 nanomètres. Hein. Alors, donc ça, c'était dans les années 90-95, et puis ensuite... Donc, les chercheurs se sont dit, bon, ben, d'accord, on fabrique des logos, on fabrique des petits bonhommes CO, maintenant on va essayer de fabriquer quand même des choses utiles avec les molécules. Et la première idée, évidemment, ça a été de copier un petit peu, de copier ce qu'on est capable de faire à l'échelle macroscopique ou mésoscopique, donc les composants électroniques, mais cette fois-ci avec une molécule individuelle. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent à faire, parce que les propriétés à l'échelle du tout petit, à l'échelle des molécules uniques, c'est pas forcément exactement les mêmes qu'à l'échelle macroscopique ou à l'échelle mésoscopique. Mais bon, les chercheurs ont toujours une imagination qui est quand même assez limitée. Donc, les premières tentatives, ça a été de copier ce qu'on savait faire à l'échelle macroscopique. Donc là, je vous montre un exemple qui a été réalisé au laboratoire d'IBM à Zurich par Christian Joachim et Jim Jimzewski en 1997. Qui concerne l'utilisation d'une molécule de carbone 60, donc un fullerène, pour réaliser un amplificateur moléculaire. Donc la molécule remplace le silicium pour réaliser ce transistor, cet amplificateur moléculaire. Bon, il faut quand même dire, pour être tout à fait honnête, comme vous le voyez sur le dessin, que l'élément actif, c'est la molécule, mais il faut autre chose. Il faut également la pointe d'un microscope à effet tunnel qui, lui, est un objet macroscopique. Hein.
Et ça, c'est un des problèmes, effectivement, dans l'électronique moléculaire, c'est que même si on utilise une seule molécule comme élément actif, très souvent, il faut un objet macroscopique pour faire fonctionner cette molécule. Donc, ce n'est pas encore complètement de l'électronique moléculaire. Je voudrais mentionner aussi, ça a peut-être été discuté la dernière réunion, donc l'utilisation de nanotubes de carbone pour réaliser des transistors. Donc là, c'est le groupe d'IBM à Yorktown qui est le premier à montrer qu'on pouvait fabriquer un transistor avec comme élément actif un nanotube de carbone. Là aussi, c'est pas fondamentalement différent de ce qu'on sait faire en microélectronique, c'est-à-dire là, on remplace une partie donc du silicium par un nanotube de carbone, mais le fonctionnement, le principe de fonctionnement est exactement le même. Donc c'est pas complètement révolutionnaire. Mais c'était quelque chose d'important de montrer qu'on était capable d'utiliser une molécule à la place du silicium. Alors ensuite, vous voyez, c'est beaucoup plus récent. Maintenant, on est déjà en 2002. Ensuite, les chercheurs se sont rendus compte que on pouvait à l'échelle des molécules individuelles, essayer de faire de l'électronique moléculaire, mais en utilisant cette fois-ci des principes de fonctionnement complètement nouveaux, qui n'ont aucun équivalent à l'échelle macroscopique ou à l'échelle mésoscopique. Là, je présente l'exemple, ça c'est quelque chose qui a été réalisé donc, dans les laboratoires d'IBM en Californie récemment, qui utilise en fait donc tout ce que vous voyez ici, c'est pas très explicite, mais c'est un ensemble de molécules. Enfin, ce ne sont que des molécules sur une surface, des molécules d'oxyde de carbone, qui ont été assemblées d'une manière. Donc là, il y en a combien 545, qui ont été assemblées une par une pour former un circuit logique qui a des fonctions logiques et majorité et ou, et qui fonctionne avec un principe qui est mécanique à l'échelle des molécules. C'est-à-dire que dans les entrées là qu'on voit en haut, les inputs X, Y, Z, avec la pointe d'un microscope à effet tunnel, on pousse une des molécules qui est là-haut et qui va basculer, vous savez, un peu comme un jeu de dominos. Si vous arrangez des dominos sur une table, sur la tranche, et puis que vous poussez un domino, ça va faire tomber tous les autres dominos. Donc là, c'est un peu le même principe. Alors évidemment, il y a des embranchements, il y a toute une sophistication. Et au bout du compte, on est capable, avec cet arrangement de molécules, donc de faire des calculs logiques. Donc c'est un principe qui est complètement nouveau, qui n'existait pas jusqu'à présent, dont les performances ne sont pas tout à fait extraordinaires d'ailleurs, parce que entre le signal d'entrée et le signal de sortie, je crois qu'il s'écoule 1 heure. Vous voyez, donc pour faire le calcul, il faut 1 heure. Donc c'est pas un circuit extrêmement rapide, c'est pas très compétitif. Mais bon, c'est intéressant d'explorer ce genre de fonctionnement. Bon, à mon avis, le principe d'un fonctionnement mécanique n'est certainement pas le plus intéressant pour l'avenir, mais enfin, c'est toujours intéressant d'explorer des voies nouvelles. Quelque chose de beaucoup plus intéressant, par contre, qui a été expérimenté toujours par ces chercheurs d'IBM, Almaden, c'est d'exploiter les ressources quantiques. Parce que bon, c'est évident que quand on parle du tout petit, des atomes et des molécules individuelles, on pense immédiatement au quantique. Le problème, c'est que c'est assez difficile de faire de la mécanique quantique à l'échelle d'atomes et de molécules individuelles. La mécanique quantique, au début du XXe siècle, avait été faite pour comprendre les comportements d'assemblée de très grands nombres d'atomes et de molécules. Et, disons, prolonger toutes ces réflexions sur la mécanique quantique au niveau d'un seul atome ou d'une seule molécule, c'est quelque chose de difficile. Mais là, les chercheurs d'IBM ont démontré quelque chose qui peut être très prometteur, qui est une nouvelle méthode, en fait, pour communiquer, pour transmettre de l'information à l'échelle nanométrique. C'est pas encore sur des très grandes distances. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mirage quantique. Là, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des vues d'artistes, ce sont vraiment des résultats expérimentaux. Ce sont des images de microscopie à effet tunnel, qu'on appelle donc STM. À gauche, ce que vous voyez, c'est un enclos. Les petits piquants, là, ce sont des atomes de cobalt, des atomes magnétiques sur une surface de cuivre. Et à l'intérieur de cet enclos, ce qu'on voit, ce sont des ondes électroniques de surface qui s'établissent. Et lorsque on place un atome de cobalt, donc le petit pic violet qu'on voit là, c'est un atome de cobalt qu'on voit violet,
sur un des foyers de cet enclos qui est en forme d'ellipse, eh bien, on s'aperçoit qu'à l'autre foyer, on voit également une petite structure violette, donc c'est-à-dire quelque chose qui a la même structure qu'un atome de cobalt, bien qu'il n'y ait aucun atome de cobalt. En fait, on a donc exactement la même signature électronique que si on avait un atome de cobalt à cet endroit-là, mais en fait, il n'y a rien du tout. D'où le titre de mirage quantique. Et donc, c'est la possibilité, en fait, en utilisant ces ondes électroniques de surface, de transmettre une information d'un point à un autre d'une manière purement quantique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement nouveau, qui là aussi n'a aucun équivalent à l'échelle macroscopique. Ça, c'est un exemple. Bon, alors j'ai pris que d'exemples qui venaient des laboratoires d'IBM, donc là j'ai quand même pris un exemple qui venait de chez nous. Donc ça, c'est une expérience qui a été réalisée dans notre laboratoire et qui concerne la mise en évidence d'un bistable moléculaire. Vous savez que la fonction bistable, c'est quelque chose de très important en électronique. Ça permet de faire des interrupteurs, des codages, des circuits intégrés. Et donc là, ce qui a été démontré, alors je vais essayer de l'activer. C'est la possibilité, donc, en utilisant une seule molécule, une molécule de biphényl, de la faire commuter entre deux états stables de manière tout à fait contrôlée. Là, ce qui permet de la commuter, le petit point rouge qui permet de l'activer, c'est la pointe d'un microscope à effet tunnel. Donc, de manière tout à fait contrôlée, on peut activer l'opération de ce bistable moléculaire. Donc, vous voyez, dans les laboratoires, on en est à expérimenter, ça c'est très récent, c'est l'année dernière, on en est à expérimenter des fonctions extrêmement simples, extrêmement rudimentaires. On n'en est pas encore à assembler des circuits électroniques très sophistiqués. On cherche actuellement comment réaliser des fonctions avec des principes de fonctionnement qui soient bien adaptés donc, à l'échelle du tout petit. Concernant l'électronique moléculaire, je dois mentionner quand même une activité extrêmement importante qui, du point de vue scientifique, est un petit peu à la marge de l'électronique moléculaire, mais qui, du point de vue industriel, commence à représenter des enjeux extrêmement importants. C'est tout ce qu'on peut faire avec des couches moléculaires. Donc cette fois-ci, on ne travaille plus avec des molécules uniques, individuelles, mais on travaille avec des couches de molécules, c'est-à-dire un très grand nombre de molécules, mais ça permet de remplacer les semi-conducteurs pour tout un ensemble d'applications extrêmement intéressantes. Et là, j'ai mentionné par exemple les diodes électroluminescentes organiques, c'est que c'est des choses qui commencent à sortir sur le marché, qui vont complètement exploser dans les années à venir. Peut-être un peu plus tard aussi, on aura les cellules solaires, les cellules photovoltaïques qui fonctionnent avec des molécules organiques. Alors vous voyez ici c'est un petit peu différent parce qu'on ne travaille pas à l'échelle du tout petit, donc les technologies sont plus faciles à mettre en œuvre et donc on en est déjà au niveau d'applications industrielles. Alors qu'au niveau du tout petit, de la molécule individuelle, les technologies sont tellement difficiles à mettre au point, à mettre en œuvre, qu'on est encore assez loin des applications industrielles. Là aussi, donc, concernant les couches moléculaires, il y a, surtout aux États-Unis, il y a tout un tas de start-up qui proposent donc d'utiliser des nanotubes de carbone pour faire des mémoires non volatiles ou bien des capteurs de gaz ou de molécules biologiques. Donc il y a une activité pré-industrielle, si ce n'est industrielle, extrêmement forte dans ce domaine, qui est liée bien sûr à l'électronique moléculaire. Bon, on peut même, ça fait partie de l'électronique moléculaire, mais vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même chose que ce que je vous ai montré précédemment. Alors, l'avenir, alors ça c'est toujours très difficile je voudrais dire quelques mots maintenant en ce qui concerne le futur. C'est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les années à venir, parce que les chercheurs ont toujours, la recherche avance toujours étape par étape, et prédire ce qui va se passer dans 10 ans, c'est extrêmement difficile. En ce qui concerne, disons, les 10-15 ans à venir, on peut s'appuyer sur des programmes de recherche qui existent déjà, essentiellement au niveau européen. Là, je mentionne, pour vous indiquer un petit peu les tendances actuelles, je mentionne 2 programmes de recherche européens qui viennent juste de démarrer. Le premier, c'est PICO Inside, donc, qui est coordonné par Christian Joachim, dans lequel nous travaillons
travaillons également. Donc, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Pico, ça veut dire que là, on travaille à l'échelle du picomètre maintenant. Donc, c'est encore en dessous du nanomètre. Et inside, ça veut dire qu'on va travailler à l'intérieur d'une molécule. Là, l'idée, c'est d'aller encore beaucoup plus loin et non seulement d'utiliser une molécule pour remplacer un composant électronique, mais même d'aller travailler à l'intérieur de la molécule et de mettre plusieurs composants, si on peut dire comme ça, de mettre tout un ensemble de composants à l'intérieur d'une seule molécule, de faire tout un calcul complet à l'intérieur d'une seule molécule. Donc ça, c'est un programme de recherche qui vient juste de démarrer. Bon, effectivement, il y a énormément de difficultés. Là, par exemple, on représente une molécule sur cette image avec 6 contacts électriques. Actuellement, on ne sait pas réaliser ces contacts électriques à l'échelle de la molécule. Personne ne sait réaliser un contact électrique à l'échelle de la molécule. Donc, vous voyez le genre de difficultés auxquelles on est confronté lorsqu'on lance ce genre de programme. L'autre programme là, que je voudrais mentionner ici, qui s'appelle ASTEC, donc Atom Scale Technology, je suis désolé, là c'est tout en anglais parce que bon, c'est des programmes européens. Technologie à l'échelle de l'atome. Donc là, il s'agit de rassembler tout un ensemble de technologies qui existent actuellement dans les laboratoires. Ce ne sont que des technologies de laboratoire actuellement, qui concernent par exemple les atomes froids, la manipulation donc cohérente d'atomes, la chimie de surface, les technologies permettant de travailler sur des biomolécules à l'échelle individuelle, et puis l'opto et nanoélectronique. Donc il y a un projet pour réfléchir à la possibilité d'utiliser, de combiner toutes ces technologies à l'échelle atomique pour faire de l'électronique moléculaire. Mais là, c'est un projet qui est extrêmement prospectif. Alors au-delà de 15 ans, alors là, ça devient encore plus compliqué. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Là, c'est vraiment uniquement des idées très générales qu'on peut dresser, évidemment. Moi, je vois deux gros enjeux de l'électronique moléculaire, disons, au-delà de 15 ans. Le premier, ça concerne les molécules. Enfin, quand on dit molécules, il faut bien voir, c'est pas que des molécules, c'est des nano-objets, parce qu'actuellement, bon, j'ai mentionné les nanotubes de carbone, mais les chimistes découvrent, bon, pas chaque jour, mais découvrent régulièrement de nouveaux types de nano-objets. Il y a aussi les nano-hybrides, c'est des objets qui ont un cœur inorganique et puis des molécules organiques autour. Enfin, on peut s'attendre quand même, je pense raisonnablement, à ce que dans les années à venir, les chimistes soient capables de découvrir de nouveaux types de nano-objets qui auront des fonctions, qui seront des fonctions chimiques, biologiques, électroniques, optiques, qui pourront être utilisées donc, dans l'électronique moléculaire. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est plutôt du côté de la chimie. L'autre enjeu, c'est de découvrir quels sont les modes de communication qui sont les mieux adaptés à l'échelle du tout petit, à l'échelle d'atomes et de molécules individuelles. On n'a aucune idée au jour d'aujourd'hui de ces modes de communication. Ils sont à découvrir. C'est un peu un pari, effectivement. D'abord, est-ce qu'ils existent? On n'en est même pas sûr. Mais il doit exister probablement quand même à cette échelle des modes de communication complètement nouveaux et qu'il faudra mettre en œuvre donc, pour l'électronique moléculaire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Donc merci Gérald Dujardin. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade avant de passer à notre troisième intervenant? Il y en a une là-bas, je crois, Philippe. Oui, bonjour. Voilà, concernant le mirage quantique, est-ce qu'on a pu mesurer la vitesse d'apparition du mirage? Est-ce que c'est quand on pose l'atome de cobalt à un foyer? Est-ce qu'on sait à quelle vitesse apparaît le mirage? Merci. Non, parce que c'est un système d'ondes stationnaires en fait qui s'établit, donc c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de propagation, quoi. Donc c'est une question intéressante, mais c'est une question difficile. Hein. Je ne sais même pas si du fait que c'est un système d'ondes stationnaires, si on pourrait parler c'est quasiment instantané, quoi. Mais il doit bien y avoir peut-être une vitesse, je ne sais pas. Une autre question? Oui, ma question, moi, merci pour votre exposé. Ma question à moi est plutôt d'ordre économique. Est-ce que le STM, enfin cette technologie qui consiste à manipuler des atomes un par un,
est-elle réaliste sur le plan économique, dans la mesure où pour faire n'importe quoi, et de toute façon, il faudra manipuler des millions d'atomes pour constituer des circuits intégrés, par exemple, complexes. Ce sera forcément des manipulations de millions d'atomes individuels. Donc, est-ce que c'est réaliste par rapport à des technologies, je dirais, un peu plus macroscopiques, sur essayer de comprendre et maîtriser des technologies d'agrégats, c'est-à-dire un peu comme les flocons de neige qui s'organisent autour d'une impureté et qui se développent autour d'une impureté. Est-ce qu'il y a des recherches, disons, plutôt dans ce sens-là, de constituer des agrégats dominés, cohérents, qu'on peut maîtriser? Oui, ben merci de poser cette question, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on se pose toujours, d'être limité par l'utilisation de ce microscope à effet tunnel qui en fait est un outil énorme et puis qui limite considérablement. Non, je dirais simplement qu'actuellement, c'est le seul outil qui permet vraiment de travailler à cette échelle-là. Donc, on l'utilise parce qu'il permet d'avancer au niveau des idées, des concepts, mais c'est évident que par la suite, il va falloir trouver d'autres méthodes. Alors, une méthode à laquelle beaucoup pensent, c'est l'auto-assemblage, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que les molécules fassent le travail elles-mêmes, s'auto-assemblent, comme on dit. Donc il y a l'autre, c'est un petit peu ce que je pense que ce que vous aviez en tête en posant votre question. Effectivement, il y a l'auto-assemblage, mais on ne peut pas exclure non plus que, bon, il y a les Japonais qui travaillent par exemple sur des STM avec des pointes multiples, avec une centaine de pointes en parallèle. Enfin, il peut y avoir d'autres technologies qui apparaissent. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les technologies à l'échelle de l'atome, qui j'espère, verra naître de nouvelles technologies, effectivement, pour travailler à cette échelle-là. Une autre question, oui, beaucoup de questions. Au fond de la salle. Pardon, vous êtes là-bas. En fait, j'avais une question sur la stabilité des systèmes que vous avez montrés. En fait, j'ai observé que c'est souvent à très basse température. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des études qui sont faites pour voir comment assembler des choses comme ça et étudier leur stabilité à basse température, sous différentes contraintes ou à plus haute température? Oui, c'est aussi une très bonne question. Là, je vois que vous mettez le doigt sur toutes les questions importantes. Parce que donc ces expériences-là sont faites à très basse température, à la température de l'hélium, sous ultravide aussi. Et donc c'est vrai, pour manipuler une toute petite molécule, il faut un dispositif énorme pour de cryogénie, d'ultravide et tout. Et là aussi, c'est une voie de recherche qui sera très importante pour l'avenir, de rechercher des systèmes qui soient stables, à température ambiante et, disons, dans l'atmosphère ambiante. Il y a déjà quelques pistes, hein. Mais là aussi, il va y avoir un effort énorme au niveau de la recherche pour trouver des systèmes stables dans des conditions normales, hein. Une autre question là. Bonjour. Les conférences précédentes semblaient avoir indiqué que l'Europe n'était pas très en avance par rapport au reste du monde. Vous avez apporté quelques correctifs. Est-ce que l'Extrême-Orient, le Japon, la Corée, la Chine ont apporté des avancées notables? Oui, alors l'Europe est pas mal placée pour des raisons purement historiques. En fait, le microscope à effet tunnel a été inventé à IBM Zurich, donc en Europe. Et du coup, il y a beaucoup de chercheurs européens, y compris français, qui ont pu aller se former très, très rapidement là-bas. Et donc, ne serait-ce que ça a contribué à ce que, effectivement, l'Europe soit pas trop mal placée dans ces technologies à l'échelle atomique. Mais ceci dit, bon, c'est surtout le Japon actuellement qui développe le plus ces technologies, qui croit le plus, parce que c'est une espèce de pari quand même, hein. Vous l'avez bien vu, il y a un pari scientifique. Et bon, à ma connaissance, c'est surtout le Japon qui croit en ces technologies, mais c'est vrai que la Corée et la Chine ont une puissance actuellement très forte, et donc c'est des acteurs qui comptent. La Chine a déjà des réalisations extrêmement intéressantes dans le domaine que j'ai présenté. Donc voilà. Donc, Une dernière question peut-être avant de passer à la dernière présentation. Est-ce que dans les entreprises, on pose des questions concernant les fonctions
à charge pour les travailleurs de trouver la réalisation de ces fonctions. Au contraire, c'est jamais les fonctions qu'on interroge en premier. Les fonctions, vous voulez dire les fonctions des... Ah oui, oui. Bah disons... Bon, il y a un aspect qui est purement recherche fondamentale, mais bon, comme vous l'avez vu, la plupart de ces recherches ont été développées dans les laboratoires d'IBM. Et effectivement, un des avantages de ces laboratoires, c'est que les chercheurs, même qui font de la recherche très fondamentale, ont des connaissances et ils sont en relation avec des préoccupations beaucoup plus appliquées. Et en fait, c'est amusant parce que toutes ces recherches qui ont l'air complètement déconnectées de toute préoccupation industrielle, en réalité, quand on connaît bien tous les tenants et les aboutissants, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a toujours, c'est très relié à des questions industrielles. Donc, voilà ce que je peux répondre. Très bien, bon, on va garder les questions suivantes pour la fin et passer la parole à Françoise Roure, donc, je rappelle, qui est vice-présidente de la section économique et juridique du Conseil général des technologies de l'information et qui va donc nous parler des relations justement entre les nanotechnologies, la société et le développement durable. Merci de me donner la parole. Je voudrais effectivement commencer par un petit rappel qui vient du fait que je travaille au ministère de l'Industrie et qu'à cet endroit-là, nous avons un certain nombre d'outils statistiques d'observation. Nous avons parlé de la microélectronique à l'horizon 15 ans, donc des possibilités de miniaturisation. Nous avons parlé également de ce qui pourrait prendre partiellement ou totalement, nous ne savons pas, le relais avec l'électronique moléculaire. Au jour d'aujourd'hui, si vous regardez une étude qui est sortie donc en ligne maintenant en janvier 2006 sur l'économie des technologies de l'information et de la communication en France, une étude du CECI, vous vous apercevez qu'à la dernière page de cette étude, il y a marqué que c'est une industrie en crise. Alors, comment est-ce que cette étude industrielle en arrive à cela? Eh bien, en observant les sous-segments de ce secteur et en regardant des éléments essentiels qui sont les éléments en particulier de la balance commerciale et de la balance des paiements. On s'aperçoit que dans ce secteur, qui est très propulsé dans les médias et dans les applications par des effets de mode, mais aussi par véritablement un vrai marché, nous avons une spécialisation internationale industrielle en France qui semble n'être pas totalement adaptée à l'entrée de plein pied dans la société de l'information, qu'il s'agisse de la production industrielle de biens et services et qu'il s'agisse effectivement donc des positions des entreprises en termes de taux de profitabilité et en termes d'investissement à long terme, l'un étant lié bien entendu à l'autre. Nous avons donc là un souci de spécialisation industrielle internationale dans notre pays. Alors en quoi ceci est lié précisément au phénomène de recherche? Eh bien, je voudrais prendre une comparaison, faire un petit raccourci entre deux chiffres qui a priori n'ont strictement rien à voir. C'est d'une part la distribution de dividendes par Microsoft à ses actionnaires l'année dernière, qui a eu un impact macroéconomique de l'ordre de 50 milliards de dollars en une fois. Et d'autre part, ce qui va rester après le dialogue interinstitutionnel entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen, dans le budget du 7e programme cadre de recherche et de développement, donc à courir entre 2007 et 2013. La Commission européenne était partie sur l'objectif de Lisbonne de 3% de dépenses de R&D donc pour l'ensemble de l'Union européenne. Nous en sommes loin. Selon les pays, nous sommes plutôt à 1,92, 2,3. Et elle avait demandé 70 milliards. La voilure a été réduite après l'accord donc au sommet sous présidence britannique, environ 50 milliards, peut-être 2 ou 3 de plus, lorsque nous aurons achevé les relations avec le Parlement européen. Mais en ce domaine-là, cela veut dire que alors que le budget de l'Union européenne représente en matière de recherche et développement à peu près 5% de l'effort des 25 pays de l'Union européenne, 95% étant donc assurés par les 15 pays à l'intérieur des 25 pays de l'Union européenne, nous allons avoir là les pires difficultés à remonter notre niveau d'investissement en matière de recherche et de développement en général et en particulier dans la filière des technologies de l'information et de la communication. Sachant que lorsque l'on regarde en particulier le gap transatlantique en termes de capacité financière dans ce domaine-là, nous avons aussi un retard de l'investissement privé en relation à l'investissement public dans l'ensemble de nos pays par rapport, par exemple, aux États-Unis. Dans le même temps, et bien souvent nous avons la facilité de comparaison avec les États-Unis parce que nous connaissons la langue et les statistiques américaines sont relativement faciles d'accès, nous savons que d'autres parties du monde investissent à parité.
et en particulier donc la Chine. Il a été cité en particulier les avancées dans ce domaine. On a également en matière de nanoélectronique et d'électronique donc des indicateurs en termes de nombre de publications. Je ne me prononcerai pas sur la quantité. Mais nous avons un indicateur qui nous prouve qu'il y a du côté en particulier de la République populaire de Chine une très 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 forte remontée de compétences et d'investissements. C'est le fait que la Chine commence à travailler sur des normes en matière de nanoélectronique qui sont donc d'abord en quantité et en qualité importante, et qu'elle va également participer donc au processus de normalisation qui démarre avec le groupe ISO TC 229, donc qui va travailler sur la caractérisation en particulier des nanomatériaux, nanoparticules et de l'ensemble de cette filière. Donc nous avons là, je voulais repartir de ce constat sur pour nous, notre défaut d'orientation en termes de spécialisation internationale en France, et d'autre part sur le fait que lorsque nous regardons l'ensemble de la filière, nous avons globalement un déficit commercial vis-à-vis du reste du monde pour cette filière, nous, France et Union européenne. Donc, il faut faire extrêmement attention. Alors, s'il n'y a pas effectivement de financement suffisant, pour autant, c'est vrai que les pouvoirs publics ont commencé à investir, en particulier en France, et à réinvestir dans ce domaine, avec les programmes, les financements de programmes donc, de recherche prioritaires. C'est ainsi, en tout cas, que la mission de l'Agence nationale de la recherche avait été définie, au cœur desquelles la nanoélectronique, en particulier nanosciences et nanotechnologie, sont bien et correctement identifiées. Mais nous avons néanmoins à créer ensemble le contexte favorable à l'investissement en recherche et développement à un niveau qui soit quantitativement suffisant. Ensuite, la qualité vient, bien entendu, de nos chercheurs, mais en quantité suffisante, que ce soit du côté public ou du côté privé. Et là, nous allons rejoindre effectivement les problèmes de compréhension par les pouvoirs publics et les assemblées délibérantes qui votent les budgets, que ce soit au niveau européen, au niveau national, et aussi en termes de soutien de clusters régionaux, au niveau donc des collectivités territoriales. Cette compréhension des enjeux en termes d'application industrielle, en termes de welfare économique, mais aussi en termes d'utilité sociale, cette compréhension est absolument capitale, parce que dans un univers de déficit public et de ressources rares, si cette compréhension n'est pas suffisante et s'il n'y a pas de consensus suffisant sur l'investissement dans cette filière-là, qu'est la nanoélectronique, alors il y aura effectivement peut-être de l'imagination, mais pas forcément suffisamment de moyens. Ça, c'était le premier point que je voulais mettre en lumière. Le deuxième point que je voudrais mettre en lumière est la relation entre nanosciences et nanotechnologie, proprement parlé. Il y a là, et je crois que c'était aussi l'esprit des deux intervenants précédents, une forme de continuum. Il n'y a pas véritablement rupture, mais lorsqu'on regarde la spécificité qui fait que l'on parle de nanotechnologie, parfois nous sommes critiqués lorsque nous employons ce ton comme étant finalement un terme d'amalgame, ou c'est un fourre-tout, on met un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a quand même un élément fédérateur à l'intérieur de ce concept, qui est un élément que moi j'aime bien exposer en termes de boîte à outils. C'est que les outils qui permettent d'observer à l'échelle nanométrique, pour des périodes de temps extrêmement réduites, femtosecondes, où on frise les phénomènes vibratoires, si j'ai bien compris. Premièrement, donc l'observation, la capacité de simulation, quelqu'un a posé la question effectivement sur l'automatisation des process, simulation et design industriel, et ensuite capacité de manipulation, donc le laboratoire pertinent au niveau nanométrique. Ces trois capacités viennent d'instrumentation, et de logiciels qui effectivement sont produites avec une compétition économique féroce entre notamment les États-Unis, le Japon, la Chine, Taïwan, la Corée et l'Union européenne. Des instruments de mesure, métrologie, des instruments également logiciels qui permettent de supporter cet ensemble, et des instruments de fabrication avec les éléments de contrôle, de maîtrise de cette fabrication, et de mise en sécurité également des personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Ces éléments, cette boîte à outils fédératrice qui est un peu horizontale par rapport à toutes les applications qu'on pourrait voir venir derrière, cette boîte à outils-là est donc l'élément fédérateur. Là aussi, notre spécialisation industrielle internationale comporte de bons points. En particulier, donc, on a vu la filière historique qui est la filière de l'instrumentation de mesure qui nous vient de la Suisse ou de l'Allemagne et qui nous apporte des choses.
Alors maintenant, effectivement, quelles sont les perspectives en matière, en matière de piliers technologiques demain pour les budgets de recherche et développement? Lorsqu'on regarde le 7e programme commun de recherche et développement tel qu'il se préfigure, et sans pour autant que nous ayons encore les programmes détaillés qui sont en cours de négociation, là, dans les 6 mois qui viennent, nous apercevons que le premier pilier technologique tel qu'il est vu par l'Union européenne, c'est bien la nanoélectronique, la photonique et les micro-nanosystèmes intégrés. On a ensuite, dans cette filière-là, les réseaux de communication universels à capacité illimitée, les systèmes enfouis, calcul et contrôle, les logiciels, grilles de calcul, sécurité et fiabilité, la connaissance, les systèmes cognitifs et les capacités d'apprentissage, la simulation, visualisation, interaction et réalité mixte, et l'interaction avec le monde du vivant. Lorsqu'on regarde l'intégration de ces technologies pour demain, donc ça trace une perspective jusqu'en 2013 dans la vision de l'Union européenne, on travaille sur les environnements individuels, donc ce qui est dans le périmètre de 1 à 10 mètres, les environnements domestiques avec communication, surveillance, contrôle, assistance, etc. Les systèmes robotiques qui sont un merveilleux exemple d'intégration de multiples technologies avancées, les infrastructures intelligentes. Et enfin, lorsqu'on regarde les grands secteurs d'application tels qu'ils sont vus par ce 7e PCRD, on s'aperçoit que pour les technologies de l'information et de la communication, donc les futurs usages que l'on imagine ou que l'on voit effectivement démarrer dans nos laboratoires aujourd'hui et en termes d'applications industrielles, nous avons donc le domaine de la santé, le domaine de l'inclusion et de l'égalité pour prévenir les fractures numériques, l'assistance effectivement aux personnes âgées ou handicapées, enfin tout ce qui favorise la mobilité et le développement durable. Voilà la façon dont les applications sont perçues au jour d'aujourd'hui donc par l'interaction de la communauté des chercheurs et de nos fonctionnaires de l'Union européenne pour demain. Lorsque nous interrogeons les responsables du côté entreprise de la filière électronique telle qu'ils peuvent s'exprimer à Bruxelles, il est tout à fait clair que l'avenir de la filière électronique, c'est la nanoélectronique. Vous avez actuellement donc une action de communication très très forte en ce domaine, visant à dire que tout ce qui se produira demain en termes d'usage sera basé sur la mise à disposition pour des coûts et donc des prix abordables, de mémoire de capacité infinie, de capacité de traitement toujours plus rapide et de moyens qui peuvent être effectivement embarqués. Donc nous avons là une convergence qui s'annonce et qui préfigure finalement les usages que l'on peut imaginer pour demain et qui porteront la compétitivité donc de nos entreprises en ces domaines. Alors maintenant, pour revenir plus précisément donc à la question qui avait été posée donc sur la contribution de la nanoélectronique au développement durable et la relation entre la science et la société en ce domaine, je voudrais donc vous livrer peut-être quelques réflexions avec une interrogation de fond. C'est que qui revient donc à mon point de départ, ce qui était le fait que nous puissions créer les conditions de compréhension suffisantes pour que les budgets de recherche et développement puissent être votés avec des montants qui soient appropriés effectivement aux enjeux. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous écoutez le dialogue international responsable dans le domaine des nanotechnologies, qui est en train de démarrer donc d'une façon un peu inclusive, nord, sud, est, ouest, vous vous apercevez que ce dialogue international responsable s'élabore sur un fond d'expérience, de crise de la relation entre la science et la société liée aux OGM. Alors, il n'est pas question de faire un amalgame entre les OGM et la nanoélectronique, bien entendu, mais néanmoins, ce qui apparaît, c'est qu'il y aurait un risque majeur à laisser penser que les développements dans le domaine de la nanotechnologie, et en particulier de la nanoélectronique, seraient des développements qui ne seraient ni contrôlés ni maîtrisés et qui pourraient mettre en danger un certain nombre de processus sous l'angle de l'irréversibilité et du non-respect des principes de précaution. L'émergence d'un dialogue international responsable dans ce domaine vise précisément à prévenir, mais à prévenir de façon responsable, c'est-à-dire en travaillant à mettre en relation les chercheurs, les citoyens et les décideurs publics de telle façon que les grandes décisions en matière d'orientation et de financement des budgets de recherche se prennent sur la base d'une expression de l'état de l'art.
ce que viennent de faire les deux intervenants précédents. Une expression de l'état de l'art et non pas sur l'expression imaginaire ou fantasmée de concepts extrêmement lointains mais profondément puissants sur le plan de l'émotion. Si nous prenons les aspects médiatiques, par exemple la presse de vulgarisation scientifique pour les enfants, lorsque nous prenons une page qui est très bien illustrée sur le plan du design et sur le plan artistique, mais qui met en relation l'abeille intelligente avec la fourmi obéissante, on s'aperçoit véritablement que derrière ces deux concepts, vous avez un jeu d'imaginaire et un jeu d'opposition, et qui peut être extrêmement puissant. Et l'idée, c'est précisément que les responsabilités se prennent de telle façon que les choix soient faits à partir de l'expression de l'état de l'art et non pas à partir d'un imaginaire à partir duquel se greffent des inquiétudes, voire des cristallisations, des rejets, des violences, des contentieux, des conflits et véritablement donc des questions sociétales qui durent parce qu'elles sont fondées non pas sur des modes mais sur des registres de valeurs extrêmement profonds. Voilà, donc ça c'est le point sur lequel je voulais intervenir. Donc si nous avons dans le domaine de la nanoélectronique d'immenses potentiels, non seulement pour les aspects technologies de l'information, mais pour les aspects également de convergence avec le vivant, avec les sciences cognitives en particulier, et si nous avons véritablement ce potentiel, il faut véritablement que nous arrivions à un dialogue social qui soit suffisamment mature, mais sur une base scientifique fondée et non pas sur un imaginaire, de telle façon que nous puissions investir dans la recherche pour arriver à des usages qui aient véritablement une finalité sociale importante. Le développement durable passe par là. D'abord parce que le principe de précaution a été constitutionnalisé dans la loi donc constitutionnelle du 15 mai dernier et reproduit donc maintenant comme une obligation pour l'ensemble des partenaires, mais également parce que nous avons concrètement des défis extrêmement importants à relever en termes de qualité de l'air, en termes de changement climatique, en termes d'impasse énergétique et également en termes de vieillissement de la population. Alors, en quoi ceci, effectivement, est directement relié à notre sujet ici? Eh bien, nous trouvons dans les applications qui sont actuellement en germe des possibilités d'apporter des réponses très concrètes, par exemple à la filtration de l'eau. Il y a une collectivité locale qui aujourd'hui, dans le nord de la France, a installé effectivement un système de filtration innovant en ce domaine et qui est en train de tester la formule. Alors on voit aussi effectivement là l'utilité sociale et aussi la convergence nord-sud qu'il pourrait y avoir en ce domaine pour partager les bénéfices de ce progrès. En matière d'énergie, bon, c'est tout le domaine des piles à combustible en particulier et de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les éléments qui ont été induits tout à l'heure nous amènent à penser que par exemple pour la consommation dans les bâtiments, on pourrait économiser jusqu'à 90% de l'énergie si on utilisait ce type de technologie dans les ampoules électriques, tout simplement. Il y a véritablement des potentiels très importants. Si on prend maintenant le domaine de la santé, mais ça rejoint la deuxième question après le développement durable, qui est celui de la finalité de ce type de progrès. Dans le domaine de la santé également, nous avons des perspectives qui sont extrêmement importantes, et également économiquement, parce que si ces perspectives sont employées, elles pourraient contribuer à résoudre l'impasse financière que nous avons devant nous relative à la grande dépendance et à l'âge. Si nous prenons l'interaction entre les technologies de l'information et la capacité de produire en particulier des électrodes à caractère aussi peu invasif et aussi biocompatible que possible, alors nous avons la possibilité peut-être, avec tous les tests et toutes les précautions qui vont bien, d'aller vers des systèmes qui permettraient de la réparation de fonctions devenues déficientes du fait de l'accident, de l'âge ou du handicap. Alors là aussi, la finalité est importante parce que dans ces domaines, il faut être extrêmement prudent. Soit vous êtes dans un système qui est un système de progrès pour l'homme, et dans ce cas-là, vous êtes dans une problématique en termes de santé qui est une problématique de réparation et de remise à une norme. Soit vous êtes dans une attitude culturelle de compétition à outrance. J'emploie outrance à dessein parce qu'il y a de la transgression derrière. Et vous allez vers des utilisations de ce type d'interaction entre les technologies de l'information et les technologies médicales qui peuvent amener à des situations qui peuvent être réversibles ou irréversibles, mais qui ont comme vocation d'accroître ponctuellement ou de façon plus définitive des capacités sensorielles, des capacités musculaires, des capacités qui impactent sur le système nerveux central à des fins davantage d'augmentation par rapport à la norme. Et là, vous avez donc là directement un problème éthique
de la finalité. Est-ce que nous travaillons sur des valeurs qui sont des valeurs de coopération dans ce domaine, ou est-ce que nous travaillons et nous orientons la recherche vers des domaines applicatifs qui sont des domaines applicatifs de concurrence et d'obtention d'avantages comparés. Donc nous sommes là sur un fil de rasoir qui est extrêmement important, mais qu'il ne faut en aucun cas, de mon point de vue, occulter. Le dernier point que je voulais évoquer est un problème donc à l'intersection entre l'éthique et les enjeux industriels, qui est celui de la responsabilité sociale en ces domaines-là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez une dynamique internationale qui est beaucoup plus générale que les nanotechnologies, les nanoélectroniques, mais on pourrait y penser très très rapidement à ce domaine-là, dans la mesure où nous avons ces problématiques de toxicité et d'écotoxicité qui sont devant nous et qui sont adressées sur le plan international avec les budgets qui vont bien et l'investissement dans la recherche qui va bien. Mais en ce domaine-là, la responsabilité sociale, si elle est discutée dans le cadre également de la norme ISO 26000, dont vous avez peut-être entendu parler, avec une intervention de Bureau international du travail qui est très très particulière dans le processus de normalisation. Dans le même temps, cette notion de responsabilité sociale est une notion qui demande de l'anticipation. Et donc on travaille sur des durées temporelles qui sont effectivement parfois très très longue. La compréhension de la notion de responsabilité sociale, telle qu'elle a été créée législativement chez nous par la loi Nouvelles Régulations économiques, demande à ce que les entreprises ou les entités, les organisations sociales, en particulier celles qui sont cotées en bourse, demandent effectivement que toute action qui pourrait avoir un impact sur l'environnement ou sur la santé publique puisse faire l'objet de communication au grand public, soit pour les actionnaires, soit au grand public en général. La notion de responsabilité sociale est encore à travailler et à affiner, et je crois qu'elle prend tout son sens dans le domaine de la nanoélectronique et de ses applications dans différents domaines, en particulier lorsqu'elles rejoignent les applications médicales et biomédicales, de façon effectivement que nous puissions sécuriser par la bonne compréhension, mais également par la mise en place des normes juridiques qui vont bien le moment venu, sécuriser donc les votes des budgets en matière de recherche et de développement qui vont bien, et les dialogues politiques qui vont également bien pour permettre donc que les priorités suffisantes soient données aux investissements dans ces domaines. Voilà. Merci Françoise Roure.